l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 4, la vie politique. On connaît la formule très célèbre de Paul Valéry dans Regard sur le monde actuel qui définit l'État comme l'enfant monstrueux de la force et du droit. Alors pourquoi est-ce que Valéry utilise cette image ? Eh bien c'est simplement parce que, en effet, l'État place l'individu dans une situation quasiment intenable. Valéry l'explicite et il écrit « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons ». La formule, pour excessive qu'elle soit, donne toutefois à comprendre la défiance et la dépendance que nous entretenons à l'égard d'un État auquel nous demandons toujours à la fois plus et toujours moins. Plus de protection et moins de contrôle. Cette double requête témoigne de notre ambiguïté et permet de saisir en quoi la réforme de l'État peut apparaître comme une nécessité, mais en même temps, dans le même temps précisément, une impossibilité. Elle passerait en effet par la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi par l'amélioration du service public, entre guillemets. Alors, l'une et l'autre sont-elles vraiment conciliables ? De quelle manière ? Et à quel prix ? Revenons tout d'abord à la définition. L'État, c'est ce qui dure. Stare, en latin, renvoie à l'idée de durée, de résistance. D'ailleurs, sans majuscule, un État désigne une durée, un laps de temps significatif, état de siège, état de crise, en même temps qu'une permanence que l'on constate, un état des lieux. Il s'agit d'un artifice humain inventé pour donner à la société de la durée, donc, et de la stabilité. Le philosophe Eric Weil propose ainsi la définition suivante: l'État est l'organisation rationnelle et raisonnable de la communauté. Il ne peut être assigné d'autre but que celui de durer en tant qu'organisation consciente de la communauté. Voilà ce qu'il propose dans son cours de philosophie politique. Le développement de l'appareil d'État fait saillir deux caractères spécifiques. D'une part, l'État a fini par confisquer à son seul profit tous les moyens de la contrainte physique. Il est un instrument de domination sans équivalent, comme le souligne très tôt, au milieu du XIXe siècle, Karl Marx. Un peu plus tard, Max Weber dira de l'État qu'il détient le monopole de la violence légitime. D'autre part, l'État a formé un groupe de spécialistes, de professionnels, qui sont dévoués à son seul fonctionnement, et que l'on nomme d'ailleurs de façon troublante aujourd'hui fonctionnaires. Ils sont en France, par exemple, environ 5 millions, ce qui représente à peu près 1/5 de l'ensemble du monde salarié. Alors, cet État, eh bien, il semblerait trouver sa justification dans un préjugé anthropologique. En tout cas, c'est ce que Carl Schmitt semble suggérer dans la notion de politique en 1932. On peut analyser, dit-il, toutes les théories de l'État et toutes les doctrines politiques en fonction de leur anthropologie sous-jacente et les classer selon que, consciemment ou non, elles posent en hypothèse un homme corrompu de nature ou un homme bon de nature. Eh bien, l'État est là pour, en effet, améliorer un homme qui n'est pas bon par nature et qu'il faut protéger et qu'il faut aussi contrôler. Voilà ce qui est en fait implicite dans l'élaboration de l'appareil d'État. Alors on comprend qu'on peut déjà reprocher à l'État de sous-entendre ce caractère défectueux de la nature humaine. Mais que reproche-t-on au fond, au-delà de cela, à l'État, outre son poids, c'est-à-dire son caractère onéreux. Onéreux dit à la fois en latin le prix et le poids. En fait, le reproche le plus vif et le plus récent, notamment en France, porte sur l'abandon par l'État de sa fonction première, c'est-à-dire sa fonction de protection physique des personnes, fonction qu'il est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. La sûreté, je cite, est un droit imprescriptible de l'homme, garanti par une force publique instituée pour l'avantage de tous. Accaparé par ses activités sociales, l'État aurait donc ainsi renoncé à la protection quasiment vassalique qu'il devait aux citoyens. Il aurait multiplié les aides, mais sans forcément se soucier du sentiment d'insécurité croissant d'une part importante de la population exposée à une violence urbaine,
à une délinquance ordinaire contre laquelle la police et la justice seraient de plus en plus impuissantes. En tout cas, c'est ce que le journaliste Philippe Cohen, dans Protéger ou disparaître, un ouvrage qui, dans les années 2000, va faire date, c'est ce que Philippe Cohen résume de la formule « L'État ne protège plus, il arbitre ». Alors comment expliquer cette dérive ? Il faut peut-être imaginer le paradoxe d'un État social inattentif à la société. Les acteurs politiques semblent en effet avoir, depuis plusieurs décennies, minimiser la requête de protection, ou plus exactement lier la question du traitement de la violence à celle du traitement social du chômage. Les élites politiques, en effet, politiques et administratives, semblent avoir cru pouvoir éteindre la violence par la redistribution sociale. Or, très tôt, dans les années 70-80, le rapport Perfit avait déjà signalé, avec précision, la relative indépendance, je cite, entre chômage et criminalité. Placer la seconde, c'est-à-dire la criminalité sous la dépendance quasiment mécanique de la première, le chômage, est-ce que ce ne serait pas tout simplement obéir à un réflexe marxiste subordonnant le superstructurel à l'infrastructurel ? Mauvais calcul, cécité idéologique, méconnaissance des attentes du citoyen, en tout cas, peu importe le motif, toujours est-il que le politique a entraîné l'État, qui n'est, je le rappelle, qu'un moyen, dans une évolution au terme de laquelle celui-ci a pu paraître déconnecté de la réalité sociale. Dans le même temps, la démultiplication des tâches assumées par l'État a fini par noyer l'appareil administratif dans une complexité parfois kafkaïenne. On utilise volontiers d'ailleurs le roman de Franz Kafka, Le Château, comme métaphore de l'appareil d'État. Ce château qui domine le village, un village qu'il ne connaît pas et qu'il administre de façon aveugle. Cette complexité finit par gripper du même coup, par un effet pervers, le système de redistribution sociale lui-même. Par exemple, l'Observatoire de la pauvreté a constaté qu'une personne sur 5 renonce en France à ses droits, faute de savoir comment en bénéficier. Alors, il y a de nombreuses études qui analysent la centaine de formulaires administratifs qui sont diffusés chaque année à plus d'1 million d'exemplaires, et évidemment qui cherchent à mesurer l'effet de leur lisibilité ou de leur illisibilité sur les citoyens et en tout cas sur la société. En tout cas, il y a évidemment un enjeu ici capital dans le bon fonctionnement du système. La langue de l'État est parfois devenue inaudible, en tout cas inaudible à nombre d'usagers. On peut donc comprendre aujourd'hui la nécessité de reformer et non pas de réformer l'État. Au fond, ce n'est peut-être pas moins d'État que l'on attend. Ce n'est peut-être pas moins d'État que veut la société, mais plutôt mieux d'État. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.